Donc merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Donc quand Sébastien Barrault m'a invité, il m'a dit bon ben en fait ça a pas mal travaillé sur l'estimation des risques écologiques liés à la mise en culture de plantes transgéniques. On aimerait t'entendre sur ces questions. Ma première réaction a été oui, mais bon, j'ai l'impression quand même que tout ce qui est transgénèse ne se voit pas tellement dans un cadre d'ingénierie écologique. Et puis après, je me suis demandé, oui, mais bon, quelles sont véritablement les finalités de l'ingénierie écologique? C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon intervention « Ingénierie écologique et manipulation du vivant. Quels risques pour quelles finalités ?» Alors, Sébastien en a parlé un petit peu, mais en fait, je vais organiser ma présentation comme telle. Tout d'abord, vous parlez des finalités, et on verra qu'il n'y a pas qu'une définition de l'ingénierie écologique, et plusieurs, et qu'elles interpellent sur la question des moyens. Je parlerai, quand on parle de risque, qu'est-ce qu'on entend plus précisément, et puis en ingénierie écologique, quelles sont les finalités qu'on peut envisager, avec quelques rapprochements que j'ai trouvés entre l'ingénierie économique et la bioéconomie. Je vous parlerai ensuite d'un projet global pour contrer le changement climatique, et on verra que derrière ce projet global, on peut se poser un certain nombre d'interrogations quant au risque. Et puis, je terminerai dans cette grande maison avec l'exemple de l'agriculture, en envisageant différents modes de transformer l'agriculture et quelles sont les finalités, mais aussi les risques associés. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre dernier, il y a plus de 15 000 scientifiques qui ont alerté l'humanité sur la base d'indicateurs qui sont ici rappelés, notamment en termes d'émissions de CO2, en termes d'augmentation quasi exponentielle de ce qu'on appelle les zones mortes, plus de 600 de par le monde, vis-à-vis aussi de l'exploitation forestière, qui fait que, en fait, il y a une surface qui équivaut à l'Afrique du Sud qui est détruite régulièrement, et puis aussi ces chutes d'abondance d'espèces de vertébrés, un chiffre avec une chute de plus de 80% dans l'eau douce entre 1992 et 2016. Donc, comme indiqué dans le programme de cette journée, face à ces grandes crises environnementales, l'ingénierie écologique peut détenir un certain nombre de solutions. Cela dit, à l'instar de Günther Anders, il faut aussi se poser la question des moyens. Günther Anders dit « On considère ce qui est possible comme absolument obligatoire. Ce qui peut être fait comme devant absolument être fait, c'est de la technique que viennent les impératifs moraux aujourd'hui. » Alors, ce philosophe allemand allait beaucoup dans l'exagération, en tout cas en 1956, mais quand on relit ce qu'il pouvait dire, et notamment comment il entrevoyait l'évolution de la science, la tâche de la science actuelle ne consiste plus à découvrir l'essence secrète et donc cachée du monde ou des choses, ou encore des lois auxquelles elles obéissent, mais à découvrir le possible usage qu'ils dissimulent. L'hypothèse métaphysique, elle-même habituellement tenue secrète des recherches actuelles, et donc qu'il n'y a rien qui ne soit exploitable. Donc derrière ces questions des finalités se pose aussi la question des moyens en regard de ces finalités. Notre définition est face à ces moyens entrepris, se pose la question des risques, et notamment cette question des risques, elle est sous-jacente à une interrogation de la société, une interrogation qui parfois peut être comprise comme, en termes de réaction vis-à-vis de la science et de la technique, comme souvent de l'irrationalité. Or, Ulrich Beck, dans La société du risque, avance que l'origine de la science et de la technique et du scepticisme que l'on développe à leur égard n'est pas cherché dans l'irrationalité de ceux qui les critiquent, mais en fait dans l'impuissance de la rationalité scientifico-technique à répondre à l'expansion de ces menaces et risques liés à la civilisation. Donc, il faut, d'une certaine manière, qu'avant un certain nombre de recherches, soit menée cette évaluation
des risques. Et qu'entend-on par évaluation de risque? Eh bien, on entend le produit de deux entités qui ont des dimensions complètement différentes. Tout d'abord, la probabilité de réalisation d'un événement donné, redouté, fois la gravité des conséquences. Et c'est sur la gravité des conséquences qu'il faut se poser un certain nombre de questions, et notamment parce que cette gravité des conséquences, elle peut être tout à fait différente selon les populations qu'elle impacte, que ce soit des individus, des groupes d'individus, voire même un pays, et voire même, non pas uniquement des humains, mais les conséquences sur les non-humains. Et vis-à-vis de ces risques, souvent, on n'a pas toutes les données scientifiques et on n'a pas non plus de données sur l'ampleur de ce que ces risques peuvent avoir pour conséquence. Donc, quand les données scientifiques manquent pour qualifier l'ampleur et la nature du dommage avec certitude, bien, on emploie ce qu'on appelle le principe de précaution qui vise à estimer et évaluer ces risques. Donc, il s'agit d'une évaluation ex ante à mettre, bien évidemment, en regard des bénéfices en cours. Alors, maintenant, on va aller retourner sur l'ingénierie écologique et se poser la question de ses différentes finalités. Et en regardant les différentes définitions que j'ai pu voir dans la littérature, je distinguerai deux types d'ingénierie écologique. Une ingénierie que je nomme un peu comme la soutenabilité faible et la soutenabilité forte. L'ingénierie écologique, entre guillemets, faible, qui est celle qu'on peut retrouver dans deux définitions, celle des entretiens de Cargèse. L'ingénierie écologique désigne la gestion des milieux et la conception d'aménagements durables, adaptatifs, multifonctionnels, inspirés d'eux ou basés sur les mécanismes qui gouvernent les systèmes écologiques. C'est la définition que donnait tout à l'heure, si je me rappelle bien, Sébastien. Et puis, une définition qu'on peut retrouver dans un ouvrage récent, qui est beaucoup plus courte et qui fait appel à la mise en œuvre d'écosystèmes durables par ou pour la biodiversité. Donc là, se pose la question à la fois des services pour les humains, mais aussi vis-à-vis de la biodiversité. Mais on distingue aussi un autre type d'ingénierie écologique, que j'appellerais l'ingénierie écologique forte, qui là envisage uniquement donc cette ingénierie écologique pour le bénéfice de la société humaine, voire même dans la définition du CNRS, une société, une ingénierie écologique qui est favorable à la société, mais aussi compatible avec le maintien des équilibres écologiques et du potentiel adaptatif de l'environnement. Là, on a l'impression qu'on retourne sur une définition par et pour la biodiversité, mais quand on regarde plus précisément l'appel à projet de ce programme Ingeco, j'ai noté un certain nombre de choses qui me semblent importantes à souligner. Dans cet appel à projet Ingecotech en 2010, il est question cette fois-ci de conception d'écosystèmes nouveaux. L'ingénierie écologique est donc conçue comme une biotechnologie des systèmes écologiques. Et quand on va un petit peu plus loin dans l'appel à projet, on voit qu'on va au-delà des pionniers de la biologie de la conservation et de l'écologie de la restauration pour une culture de la recréation ou de la création, voire même une intervention sur les processus eux-mêmes. Donc là, on voit qu'on est dans quelque chose qui est, somme toute, assez différent de ce qu'on peut lire quand on parle, comme je peux parler, d'ingénierie écologique faible. C'est la raison pour laquelle il me semble important d'essayer aussi de voir en quoi l'ingénierie écologique peut ou non se rapprocher de ce qu'on appelle la bioéconomie. La bioéconomie étant définie comme la somme des activités fondées sur les bioressources, qui est fortement ancrée là sur le développement humain. Alors, selon Franck-Dominique Vivien, il existe trois types de bioéconomie. Tout d'abord, une bioéconomie historique
qui est celle des pionniers qui visaient à intégrer la double contrainte économique et écologique en vue de la gestion à long terme d'une ressource. Alors c'est l'exemple des pêcheries, avec le modèle de Gordon Sheffer que je vous ai indiqué à gauche. Il est illisible, mais simplement, là, il s'agit de quoi? On abscisse l'effort de pêche, ici le rendement, et on va optimiser le revenu total correspondant à un effort de pêche donné. Mais là, en aucun cas, on tient compte des ressources qui sont à l'origine de ces pêcheries, et c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément très viable et qui a conduit à des modèles plus élaborés. La prise en compte des contraintes thermodynamiques, c'est-à-dire qu'en fait, toute ressource biologique, elle est à un moment donné tout à fait épuisable, mais aussi des contraintes évolutives, on la doit à deux personnes, René Passet et Nicolas Georgescu-Roegen, qui, eux, ont une autre manière d'envisager l'interaction entre économie et écologie, qui est de considérer qu'il faut, pour le développement des sociétés et de l'économie qui est intégrée au fonctionnement des sociétés, partir du principe qu'on est dans un environnement biotique et abiotique contraint. On retrouve ça dans l'économie et le vivant, et l'ouvrage de Georgescu-Roegen qui a donné, pour sa partie plus affirmée, naissance à ce qu'on appelle la théorie de la décroissance. Alors, ça c'est le premier type de bioéconomie. Le deuxième type, qui s'est développé dans les années 90-2000, c'est la promesse des biotechnologies. Et donc la nature, cette fois-ci, est manipulée à des fins productives. Le troisième type, c'est l'exploitation de la biomasse à des fins de production alimentaire, de matériaux biosourcés ou d'énergie. Donc, comment se situe l'ingénierie écologique vis-à-vis de ça? Là est la question. Maintenant, ce que je vous propose, avant de parler et d'appliquer l'ingénierie écologique à l'agriculture en envisageant ses finalités et ses risques, on va voir un cas extrême qui est actuel et qui fait l'objet de recherches. Ce cas extrême, c'est ce qu'on appelle la terraformation de la Terre. Alors la terraformation, c'est quoi? C'est rendre une planète habitable par les humains. Et c'est développé depuis environ une dizaine d'années l'idée que eh bien, cette terraformation, on va la faire sur la Terre, c'est-à-dire que les conditions actuelles, qui sont des conditions limites, les moyens pour nous permettre notamment d'aller en dessous des 2 degrés, nécessitent de profondes transformations, et ces profondes transformations, elles sont envisagées à l'échelle globale. Donc c'est l'objet d'un projet de recherche qui est actuellement mené à l'Université Southampton, alors bien sûr qui vise à envisager l'impact de ce qu'ils appellent la géo-ingénierie, mais quand on regarde plus précisément, il s'agit de transformer le vivant, ou en tout cas la surface de la Terre, alors en augmentant les surfaces boisées, mais en coupant ces arbres et en enlevant tout ce qu'il y a au sol, parce que, évidemment, ça produit du CO2, de produire des cultures transgéniques qui sont à même de plus capter le CO2, de balancer dans les mers du fer pour permettre une meilleure photosynthèse du phytoplancton. Et puis, ça pour objectif de se faire à l'échelle de la planète, et notamment en envisageant un lâcher de chaux dans les océans pour permettre permettre notamment aux coraux de pouvoir se reformer. Bref, là on est dans quelque chose, est-ce que c'est de l'ingénierie écologique? La question peut se poser, notamment quand on parle de moyens en regard d'une finalité. Alors, ce côté extrémiste est battu en brèche, notamment dans cet ouvrage de Frédéric Neyrat, où là, il parle d'une technologie pompier. Parce que là, il ne s'agit pas de traiter les causes, mais plutôt d'agir essentiellement sur les conséquences. Alors, revenons à quelque chose, je dirais, d'un petit peu plus modéré, qui est l'ingénierie écologique en agriculture, avec un pilotage du vivant qui peut être envisagé soit au sens strict, soit au sens large. Alors, on va envisager
deux types d'ingénierie écologique, biotechnologie végétale, agroécologie, avec les finalités et les risques. Alors, en envisageant d'une part pour la biotechnologie végétale tout ce qui est transgénèse, addition du génome, forçage génétique. Alors, quelles sont les finalités dans un cadre et dans l'autre? Dans le premier cadre de la biotechnologie végétale, c'est introduire des traits désirés dans les plantes par modification génétique. Alors, la transgénèse, c'est introduire une séquence à l'intérieur d'un végétal avec différentes techniques plus ou moins élaborées, ou substitution de séquences, notamment via la technologie CRISPR-Cas9. Et c'est quoi cette technologie? C'est simplement utiliser quelque chose qui a été inventé par les bactéries il y a plus d'1 million d'années, qui est une sorte de défense vis-à-vis des phages. Ces bactéries avaient incorporé de l'ADN de phages, avaient produit une sorte de vaccin, ce qui peut représenter une sorte de vaccin, c'est-à-dire dès qu'une protéine, dès qu'un phage pénètre ensuite dans la bactérie, elle sait reconnaître son patrimoine génétique et elle est capable de le couper pour s'en défendre. Donc, la technologie CRISPR-Cas9, c'est essentiellement la même chose, c'est-à-dire aller reconnaître une séquence dans le génome, le couper, et puis ensuite cet ADN se reproduit et peut comme ça insérer ou enlever telle ou telle séquence indésirable ou à changer. Alors en agroécologie, la finalité, elle est plus au sens large, c'est transposer les connaissances en écologie pour co-construire, et je reviendrai sur cette question de co-construction, des systèmes agricoles moins impactants. Alors on l'a droit notamment à Altieri, qui vise à mobiliser la biodiversité dans un but qui est de assurer des fonctions pour éviter les intrants qui conduisent à ces fonctions, mais qui impactent fortement, comme l'a dit Sébastien, la biodiversité. Alors, je vais quand même revenir sur les enjeux scientifiques spécifiques aux agrosystèmes et notamment à l'agroécologie, pour dire qu'il s'agit notamment d'envisager des pratiques, sachant que, qu'est-ce que nous dit la théorie? C'est que, eh bien, il y a un certain nombre de dynamiques spatiales et temporelles qu'il faut mettre en regard de ces pratiques, et notamment que la théorie scientifique en écologie nous dit que c'est souvent à des niveaux intermédiaires de perturbation qu'on peut avoir une diversité importante, des ressources plus importantes. Mais se pose la question des cascades d'effets, se pose la question aussi, quand on pilote pour un service, quels sont les effets sur les autres services? Est-ce qu'il y a une synergie, un compromis entre services? Mais aussi appréhender quelque chose qui a été appréhendé dans la littérature scientifique depuis 20 à 30 années, quel est le lien entre biodiversité et fonctionnement? Alors on trouve souvent un lien positif, mais on a affaire là, dans ce cas-là, à plusieurs niveaux trophiques, à des niveaux trophiques et des niveaux non trophiques, et puis, in fine, ces pilotages ont potentiellement des influences sur les dynamiques évolutives. Et puis, je reviendrai là-dessus, quel est le rôle des acteurs dans cette dynamique? Alors, maintenant, allons dans les risques. Alors, les risques pour les techniques de biotechnologie végétale, ils sont catégorisés en risques pour l'écologie, pour l'agronomie, des risques socio-économiques, mais aussi des risques sanitaires. Mais avant toute chose, quand on parle de transgénèse, il faut savoir qu'on a affaire, dans la grande majorité des cas, sur les 180 millions d'hectares cultivés actuellement, à des transgènes qui sont tolérants aux herbicides. Donc la question n'est pas forcément liée à la technique elle-même de transgénèse, sur le fait qu'elle soit stable, ou quelle que soit la technique envisagée, mais plus sur le trait qui est introduit. Et
l'impact lié notamment à cet herbicide. Donc, des impacts qui peuvent être des impacts liés aux herbicides, mais aussi des impacts liés au risque d'échappement de ces transgènes, et notamment au risque d'invasibilité, d'invasion de ces plantes aux traits ou aux propriétés particulières. Alors, en guise d'exemple, mais je ne rentrerai pas dans le détail, ce qu'on peut développer, c'est ce qu'on a fait avec mes collègues, on peut très facilement voir que quand un gène de tolérance à un herbicide, et notamment dans un colza, est transmis dans une plante apparentée, eh bien très rapidement, on voit que ce gène qui est transmis dans cette plante sauvage, eh bien cette plante sauvage qui va acquérir ce transgène va être capable, petit à petit, à chaque fois qu'on va cultiver ces plantes tolérantes aux herbicides et qu'on va mettre une pression de sélection d'herbicides, eh bien cette plante va envahir. Là, il y a eu un petit bug sur la diapositive. Eh bien, tout ce qui est noir ici, ce sont des ravenelles qui sont cette plante sauvage qui ont acquis le transgène. Eh bien, ces ravenelles vont devenir de plus en plus importantes au cours des générations, et donc avec ce cadre d'invasion. Dernière conséquence importante, c'est ce qu'on appelle le forçage génétique ou le gene drive, où là, je vous parlais de Cas9, qui est cette technologie qui permet de modifier le génome. Eh bien, un des risques vis-à-vis de cette technologie, c'est ce qu'on appelle le gene drive, c'est-à-dire le fait que quand on insère Cas9 dans le génome, c'est-à-dire qu'on crée ce qu'on appelle une cassette gene drive, eh bien, on va pouvoir aller au-delà des lois de transmission des gènes et faire que, bien, alors que dans une mutation classique, cette mutation n'est retrouvée que dans une part des descendants, cette cassette gene drive va permettre une modification génétique et son introduction dans tous les descendants, et notamment dans les populations sauvages, avec des applications. En 2017, notamment, j'ai pu lire un article où on peut rendre stériles des populations de souris, notamment dans un cadre d'éradication, et notamment dans un cadre qui pourrait être celui de biologie de la conservation. Donc, je vous encourage à lire sur le net cet article de Morizo et Ergogonzo qui justement met en avant les risques liés à ce forçage génétique. Alors vous me direz, quels peuvent être les risques en agroécologie, étant donné que là on a affaire à quelque chose qui a une visée de remplacer des intrants qui ont un effet négatif sur la biodiversité à quelque chose qui mobilise cette biodiversité elle-même. Alors, j'en ai identifié deux, notamment la question d'une difficile co-construction sur le terrain, et deuxièmement, les conséquences du pilotage vers des services sur une biodiversité non visée, comme a été présenté par Sébastien. Alors, cette difficile co-construction, c'est qu'en agroécologie, on a affaire à quelque chose qui n'est pas uniquement du vivant, mais qui constitue un agrosystème, c'est un socio-écosystème. C'est-à-dire que, si on reprend le schéma de Passet, on a des interactions, mais aussi des rétroactions entre le système vivant, d'une part, vers les sociétés humaines, qui apportent un certain nombre de services écosystémiques, mais on a aussi un retour des sociétés vers cette biodiversité, ce qu'on appelle en sciences humaines la théorie des capabilités. Or, Hollande, qui a développé quelque chose qui s'appelle les métacapabilités, indique que ce retour des sociétés humaines vers la biodiversité, cette négociation sociale se doit d'une certaine manière de respecter de la même manière les limites des systèmes écologiques.
Alors on reviendra sur la question qu'a pu poser tout à l'heure Isabelle Goldringer, sur le lien entre ingénierie écologique et pratique, mais dans ce cadre-là, l'idée c'est de se dire qu'un certain nombre de pratiques peuvent exister, mais que la négociation entre, et la mise en place de ces nouveaux systèmes doit se faire avec la même logique que celle prônée par René Passet, c'est-à-dire en considérant a priori une limite des systèmes écologiques dans les pratiques qui sont... Et je terminerai par un autre risque lié aux pratiques d'agroécologie, et je reprends ici ce petit schéma d'Altieri. L'idée, comme on l'a vu, c'est d'utiliser une biodiversité associée pour promouvoir un certain nombre de services. Mais vous ne n'êtes pas sans savoir que cette biodiversité associée, elle est souvent en lien, via des interactions, par une biodiversité non visée, qui n'a aucun intérêt vis-à-vis de l'agriculture. Donc se pose la question de quelles sont les conséquences de ce pilotage des non-humains vers un objectif de production sur le reste de la biodiversité, ce qui amène aux questions évidemment d'éthique des relations humaines-non humains. Alors pour terminer, j'en profite pour faire de la pub. Je peux le faire d'autant plus que je ne contribue pas à ce MOOC, donc le MOOC d'ingénierie écologique, pour en savoir plus, et je vous remercie de votre attention.